je commence par la zone touristique. Et lorsque vous allez prospecter pour reprendre une affaire, il serait bien de se poser quelques questions parce que je remarque qu'il y a des gens, voilà, ils foncent, ils regardent le prix, mais enfin il y a quand même quelques questions à se poser. Entre autres, si par exemple l'offre est très attractive, justement, si cette offre est très attractive, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que l'activité est rentable? Est-ce que la location est rentable? À l'opposé, effectivement, si une offre est un peu excessive, voire onéreuse, est-ce que ce prix est justifié? Parce qu'on se demande un petit peu à quoi se réfèrent certains prix. Une des questions primordiales, c'est savoir pourquoi, pourquoi cette location est à remettre. Parce que bon, il y a la version officielle qu'on vous donnait, généralement un problème de santé, ça peut être d'autres raisons. Est-ce que c'est dû par exemple à une mauvaise gestion? Est-ce que c'est dû à une mauvaise localisation? C'est quand même des choses qui se répètent régulièrement. Est-ce que c'est dû à des charges excessives? Est-ce que c'est dû à trop de concurrence? Bon, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut regarder. Ensuite, il faut aussi que vous pensiez avoir la réputation de l'établissement que vous voudriez reprendre. C'est très important. Euh, Ne pas oublier que cette location existe depuis quelques années peut-être et que il y a peut-être des casseroles qui sont traînées ou une réputation qui colle à l'établissement. Donc faites peut-être des recherches par rapport à cet établissement, voir si le nom n'a pas été changé et s'il y a une mauvaise réputation sur le net à travers des forums par exemple, à travers Facebook ou des forums, ou s'il y a éventuellement, encore plus grave, une mauvaise réputation au niveau des guides, style Lonely Planet, le Routard et tous ces petits futés et autres. Donc s'il y a une mauvaise notation, prenez-en, voilà, renseignez-vous avant, parce que automatiquement, en reprenant une location, je vous disais, ne reprenez pas spécialement s'il y a déjà une société, vous risquez de reprendre les casseroles de la société et ses dettes, même des dettes cachées, vous risquez de devoir être tributaire des bêtises ou même des escroqueries faites par votre prédécesseur. Il en est de même pour la réputation. Renseignez-vous si l'établissement ne traîne pas une mauvaise réputation. Voilà, la démarche, c'est ce qu'il ne faut pas être, je dis, il ne faut pas être aveuglé par son rêve, par ses rêves. Voilà, je veux absolument, il y a beaucoup de gens qui extrapolent sur une location touristique en se disant, voilà, je vais être sur le bord de la mer, ou pas loin, on va boire un verre avec les clients, ça va être la farniente, ça n'a rien à voir. Donc, essayez de tomber un peu plus dans la réalité et posez-vous les bonnes questions, essayez de réfléchir comme si vous étiez un touriste. Est-ce que vous, en tant que touriste, vous iriez dans cette location, oui ou non, parce que non, parce qu'elle est trop loin de la plage, ou enfin, voilà, il y a des questions à se poser. Imaginez que vous êtes un touriste, et est-ce que vous pourriez être intéressé par l'établissement tel qu'il est et à l'endroit où il se situe? Alors, comme je le dis, il faut être réaliste, effectivement, il faut faire face à la réalité et il faut mettez-vous bien en tête que vous n'êtes pas différent des autres. Si les autres se sont plantés, vous risquez éventuellement de vous planter aussi. Ce n'est pas parce que vous vous appelez Monsieur X que du jour au lendemain, les gens vont se précipiter dans la location. Vous êtes un inconnu parmi tant d'autres. Je sais que ça fait mal à l'ego, mais c'est pas parce que vous reprenez un établissement que vous allez avoir des gens qui vont débarquer. Ça, c'est clair. N'imaginez pas que vous êtes une exception du style ça n'arrive qu'aux autres, mais moi je suis différent. Non, je suis désolé, vous n'êtes pas différent au niveau du business, vous êtes comme les autres. Problème aussi, si on veut imaginer, c'est que vous signez, ok, je reprends, vous balancez les millions, vous vous retrouvez, voilà, vous avez votre location, votre rêve se réalise, youpi. Le problème, c'est qu'il faut trouver des clients tout de suite. Alors, l'établissement en question, il ramait parce qu'il n'y avait pas de clients. Comment vous allez faire pour trouver des clients tout de suite? Généralement, il faut, en moyenne, on va dire vous commencez à zéro, il va vous falloir au moins un an, voire 2 ans, peut-être plus, pour commencer à avoir une petite rentabilité. Est-ce que vous avez les reins assez solides que pour attendre cela et en espérant que ça fonctionne, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous aurez beau faire de la promotion, si c'est très mal localisé, il suffit des fois d'être du mauvais côté du trottoir, de la route, sur le mauvais trottoir, et ça ne marchera jamais. Donc voilà, pensez bien à tout ça.
Il y a aussi une chose très importante à mettre en avant, il y a un fait, pour moi qui est indéniable, mis à part quelques exceptions, c'est qu'une location seule n'est pas rentable. C'est un énorme investissement que pour avoir quelques chambres qui vont vous rapporter quelques centaines de bahts. Donc quelques centaines de bahts pour des millions d'investissements. Donc plus le personnel, plus les charges, plus tout ce qu'il y a à mettre en annexe. Donc je ne pense pas que ce soit rentable. Par contre, ça peut être rentable si éventuellement la solution, ce serait de mettre des activités en annexe. Il y en a qui ouvrent un bar. Oui, mais enfin bon, les touristes qui viennent, ils vont pas s'installer au bar de leur bungalow, de leur guestos, de leur location touristique et passer toute leur soirée et autres. Ils vont plutôt aller dans les zones touristiques où il y a des bars, des danseuses, enfin, où il y a des activités, où il y a de l'activité, des attractions. Donc c'est plutôt là qu'ils vont aller. Donc un bar, à moins que vous soyez vraiment au cœur de l'animation, mais pensez bien que toutes les locations et tous les bars, tous les restaurants, tout ce qui est idéalement, enfin dans les artères principales, tout ce qui est idéalement situé et qui prend la majorité des touristes qui viennent, c'est pas à remettre. Si éventuellement il y avait une activité à remettre, ça se chiffre à des sommes inabordables pour la plupart des repreneurs intéressés. Donc dans les zones annexes, vous ne récupérez que la minorité des touristes. Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre qui est véritablement réduite. Donc le côté bar, le côté restaurant aussi. Un restaurant, bon, vous ne pensez pas avoir beaucoup de clients. Peut-être éventuellement pour le petit déjeuner le matin, c'est sympa. On se réveille, on mange sur place et puis après, on s'en va. Les gens ne vont pas venir à midi ou venir le soir pour manger, ou quelques exceptions qui vont éventuellement, mais pas dire de quoi rentabiliser, d'avoir une activité rentable. Il y a aussi la possibilité, par contre, des locations de moto. Là, c'est vrai que les touristes viennent et une location de moto, ça peut les intéresser. Juste pour les touristes qui viennent, n'investissez pas trop non plus si vous n'êtes pas sur un lieu de passage. Donc là, vous allez vous retrouver avec des motos non louées, ce n'est pas intéressant. Donc les motos peuvent être effectivement un complément financier. Une moto 52, on va dire 60 000 bahts, une belle petite moto, hein, et que vous louez à environ 200 bahts par jour. Au bout d'un an ou deux, si vous avez régulièrement des gens, ça peut être amorti. Il y a aussi le concept alors là ça peut être effectivement rentable, des excursions et des visites. Le problème, le gros problème, c'est que vous êtes dans une zone touristique. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans. Donc, ils font ça depuis des années, ils ont leur clientèle, ils ont leur site internet, ils sont idéalement situés. Donc, ça va être difficile de trouver des clients et ensuite, une fois que vous avez les clients, leur proposer des activités qui sont de toute façon déjà concurrencées par des sociétés qui ont pignon sur rue. De plus, vous êtes dans une zone touristique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens, ils viennent dormir, ils vont choisir un endroit qui est le moins cher possible, parce que voilà, c'est juste dormir, et pour le reste du temps, ils louent une moto, ils ont leur guide, le Lonely Planet, le routard, tout ce que vous voulez, et ils se débrouillent par eux-mêmes. C'est fléché, c'est bien situé, tout est bien renseigné dans les zones touristiques, à la rigueur, ils n'ont absolument pas besoin de vous. Donc ce n'est pas le meilleur des endroits également pour développer des activités touristiques, des excursions, sauf pour les gens déjà installés qui ont pignon sur rue. Maintenant, imaginons que votre activité ne soit pas rentable, comme ça arrive dans beaucoup de localisations, d'hébergements qui ne sont pas bien situés. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez quand même quelques options. Pas tant que ça. À mon avis, vous avez trois options. Si c'est pas rentable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir récupérer vos billes. Vous dites, ça y est, j'ai investi, maintenant ça ne marche pas, je perds de l'argent, je vais essayer de récupérer les X millions que j'ai mis, je vais le revendre, non pas revendre parce que vous n'êtes pas propriétaire, mais je vais transmettre mon activité à une autre personne et je vais le transmettre au même prix que je l'ai acheté, voire un peu plus si j'essaie de faire un petit bénéfice ou d'amortir l'argent que j'ai perdu. Donc, soit vous avez des économies et vous pouvez continuer à travailler à perte jusqu'au moment où vous allez trouver un repreneur. Deuxième option, vous avez des économies, mais vous décidez effectivement d'arrêter de travailler, vous fermez l'établissement, mais vous continuez à payer les loyers tous les mois parce que vous avez cette épée de Damoclès qui est au-dessus de vous en permanence. Sur la plupart des contrats, vous avez effectivement un loyer à payer, mais il est bien spécifié que si vous avez 2 loyers impayés, vous perdez tout.
Donc ça, c'est la troisième notion, c'est vous n'avez pas d'économie, vous ne pouvez plus payer les loyers, eh ben, le propriétaire du terrain et également généralement des bâtiments qui sont dessus, lui va dire vous ne me payez plus, le contrat est fini, vous barrez. Et vous n'aurez même pas l'occasion de trouver un repreneur. C'est le propriétaire du terrain qui mettra une annonce et le futur repreneur qui viendra payera X millions pour revendre l'affaire et ces X millions iront au propriétaire du terrain et ne vous reviendront jamais. Bon, maintenant on en vient à la partie des zones non touristiques. Et comme je le dis si bien dans le titre, hein, quand je l'ai marqué, c'est vraiment une solution que je kiffe. Donc je trouve qu'elle a énormément d'avantages et ces avantages, bon, je vais les aborder tout de suite. Donc le premier point, c'est qu'il n'y a pas de loyer. Il n'y a pas cette épée de Damoclès des loyers qui vous pend au-dessus de la tête. Effectivement, lorsque vous faites le bail de 30 ans, je donnais l'exemple de deux rails que vous payez 1 million, mais c'est en fait 30 ans de loyer que vous avez payé en une fois. Donc tous les mois, vous n'avez même pas la peine d'y penser. Vous savez que pour 30 ans, vous êtes tranquille. Ensuite, dans les zones non touristiques, ben, comme son nom l'indique, il n'y a pas de concurrence. Vous êtes le seul dans la région que vous aurez choisi, ou éventuellement il y en a un ou deux autres. Mais bon, c'est tellement espacé qu'il n'y a vraiment aucun problème de concurrence à ce niveau-là. C'est pas négligeable aussi. Ensuite, il faut aussi savoir que ce concept des zones non touristiques, c'est quand même une, ça peut répondre à une demande qui est de plus en plus croissante. Les gens n'optent plus pour 15 jours sur la plage à faire la farniente. D'accord, ils en ont besoin pendant une petite semaine, éventuellement ça peut être bien, mais il y a de plus en plus de gens qui veulent découvrir d'autres facettes de la Thaïlande, voyager un peu plus intelligemment et qui se disent, ben voilà, je me fais une semaine, 10 jours à visiter une Thaïlande plus authentique et je garde les derniers jours pour me piquer une tête dans les flots bleus du sud de la Thaïlande ou sur une île pour décompresser un petit peu dans les derniers jours. Voilà, ça c'est un peu le programme. Donc il y a de plus en plus de demandes par rapport à ce type de tourisme dans les zones non touristiques. L'avantage aussi, parce qu'on va en revenir sur une série d'avantages, vous imaginez le gars, le couple de personnes qui débarquent chez vous, dans cette zone non touristique, a besoin de vous. D'ailleurs, il vous a contacté au préalable. Non seulement il a besoin, mais il vous a contacté parce que vous habitez et pour que vous le preniez en charge. Donc vous n'avez pas de problème au niveau des excursions et des visites, puisque vous devez impérativement le proposer au niveau de votre hébergement. Vous les hébergez, mais vous devez également les accompagner pour leur permettre de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dans la région. C'est pas renseigné sur les guides, il y a très peu de choses. Pour les zones non touristiques, les guides, ils ne s'embêtent pas. Vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez, il n'y a rien de marqué. Donc, au niveau des guides, il n'y a pas d'information. Et puis, bon, les gars, ils sont perdus. C'est pas. Il y a des choses à faire, à découvrir, mais c'est pas axé sur le tourisme. C'est pas fait pour aider les touristes à y accéder facilement. Donc, ils ont besoin de vous. Sinon, ils vont tourner en rond pendant des lustres pour trouver une activité ou un site exceptionnel. Donc, voilà, ils viennent. Vous pouvez leur proposer des activités. Ils ont besoin de vous. Ça, c'est clair. Autre avantage, vous allez me dire, bon ça c'est un peu de la lubie, il déconne, il rigole, c'est que vous ne pouvez pas bosser directement. Voilà, vous avez votre terrain, vous allez commencer à construire, à préparer tout ça, donc pendant X mois, vous n'allez pas pouvoir travailler. Mais c'est magnifique, c'est un avantage. Au moins, vous pouvez tirer parti de ce genre de choses. Vous avez le temps, effectivement, pendant ces X mois, de tourner dans la région et de continuer à développer les futures excursions et les futures visites que vous allez proposer. Vous allez faire des reportages photos, des reportages vidéo, vous allez vous ouvrir une page Facebook, et vous allez commencer à partager tout ça. Les gens vont commencer à s'intéresser parce qu'ils vont commencer à vous connaître avant même de débuter votre activité, vous allez déjà vous faire connaître. Je donne l'exemple de mon ami Jean-François qui a ouvert Thaïsane Aventure et il a mis 2 ans, lui, à découvrir les sites qu'il allait proposer dans ses excursions. Et pendant 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 2 ans, il a mis régulièrement des reportages photos. Tiens, j'ai visité tel endroit, j'ai vu ça. Puis les gens, oh, ça me plaît, tu connaîtrais pas autre chose. Voilà. Il a commencé à faire un échange avec les gens. Et en 2 ans, vous allez sur sa page Facebook, vous allez voir, en 2 ans, il a déjà presque 3500 likes. Ça vous paraît anodin, mais croyez-moi que ça veut dire qu'il a effectivement énormément de personnes
qui le suivent, qui sont intéressés. Et d'ailleurs, ça se voit maintenant par les réservations qui commencent à tomber depuis qu'il a ouvert sa société officiellement avec le numéro d'attestation de l'Office du tourisme. Donc, mettez à profit ces X mois pour déjà faire la promotion de votre activité. En plus, comme vous construisez, ben faites aussi des reportages sur la construction, parce que ça va intéresser les gens de voir comment ça se construit. Il y a d'autres candidats à l'expatriation qui peuvent être intéressés par la suite pour construire et qui seront très intéressés de voir comment ça évolue et comment on travaille en Thaïlande. Et puis lorsque les gens vont débarquer, ils ne vont pas débarquer dans une zone inconnue. Ils vous auront déjà vu en photo, en vidéo, ils auront déjà vu étape par étape la construction du bungalow qui va les accueillir, ils auront vu étape par étape la construction de la piscine, vous allez en parler quand vous allez avoir acheté les motos, leur montrer. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'inconnu, vous les avez déjà fait participer indirectement à l'évolution de votre société. Ils ont l'impression d'en faire en partie, pour une petite partie, mais déjà en faire partie en vous suivant sur les réseaux sociaux. Donc le fait de ne pas débuter tout de suite, c'est à mon avis une excellente chose et vous pouvez en tirer parti. En plus, pensez bien, autre avantage, le fait que vous fassiez des visites guidées, vous aurez donc une page Facebook, également un blog et un site internet, mais bon, déjà vous aurez déjà pas mal de gens qui vont vous suivre. Lorsque les gens vont venir en visite chez vous, c'est pas simplement prendre en photo la piscine et la location, vous proposez des activités. Donc ils vont également photographier, filmer leurs vacances et ils vont le partager auprès de leurs amis qui eux-mêmes vont voir et dire mais tiens, t'étais où, ça, c'est sympa, c'est super, ah j'étais à tel endroit, mais je te conseille d'aller dormir à tel endroit, si tu veux aussi aller visiter, ça en vaut la peine, c'est telle personne, je te donne ton contact, et voilà comment la publicité va faire, le bouche à oreille va faire automatiquement son œuvre, chose qui est difficile dans une zone une zone touristique où vous ne faites que de la location. C'est un peu compliqué. Les gens font, bon, on prend une photo de sa chambre à la rigueur, mais il n'y a pas de quoi partager énormément. Par contre, si vous proposez des activités touristiques, là, il y a de quoi avoir un potentiel publicitaire qui est gratuit et qui va vous aider à prospérer au niveau de votre activité. Avantage aussi, on l'a vu, qu'effectivement, au niveau de l'investissement, c'est retour sur investissement, vous devez avoir du 13 500, même arrondir à 15 000 bahts par mois pour dire de vous en sortir. Ça veut dire que vous n'êtes pas pris à la gorge, vous pouvez très bien à certains moments temporiser. Vous ne courez pas après la clientèle, vous dites, bah tiens, voilà, cette période-là, pendant 15 jours, je ne prends aucune réservation, je vais prendre l'avion et je vais, moi, passer 15 jours dans le sud et prendre des vacances. Voilà, donc vous pouvez gérer un petit peu votre temps et votre temps libre de manière un peu plus facile. Donc, il y a beaucoup moins de contraintes au niveau des clients, donc automatiquement, ben, beaucoup plus de temps libre pour vous. Alors, dernier chapitre de cette vidéo, je suis désolé, c'est un peu long, mais enfin, il y a quand même pas mal d'informations, je pense, pertinentes et intéressantes pour les gens qui sont intéressés. Le dernier point, ben, c'est voir comment on peut choisir sa localisation, comment choisir la région où s'installer dans une zone non touristique. Bon, un des premiers points, comme on le voit ici sur les calques qui apparaissent, c'est effectivement, je conseille de choisir une zone, une région où il y a un aéroport, premièrement, ou éventuellement, s'il n'y a pas d'aéroport, il peut y avoir une voie de chemin de fer. C'est important parce que les zones sont un peu reculées et ben, les gens, pour se déplacer, s'ils doivent se taper 5, 6, 7 heures de bus, que ce soit même de bus de nuit pour accéder à votre location, ils vont être cassés, c'est pas l'idéal. Les trains permettent de voyager en train de nuit, donc d'être frais et dispo quand vous arrivez le matin. Et puis l'avion, ben, c'est idéal. Si je prends un peu l'exemple de ma province, ben de Bangkok, je suis sur les bords du Mekong, ben de Bangkok j'ai besoin d'une heure de vol et une heure après je suis directement sur les bords du Mekong à la frontière du Laos. Donc vous voyez, alors qu'en bus je l'ai déjà fait, il faut entre 11 et 13 heures en fonction de la circulation. Donc voilà, train ou avion, je pense que c'est un point crucial et important pour que les gens puissent accéder jusqu'à votre hébergement. Autre point à mettre en avant, très important, c'est que la région doit être digne d'intérêt. Si cette région n'a rien à proposer, je sais, il y a des gens, j'ai déjà vu des gens qui proposaient ça, bon, c'est bien, on débarque dans un endroit, c'est la campagne,
très campagne. C'est sympa, une journée, oui. 2 journées, ben, on commence vachement à tourner en rond et au-delà, on pète un câble. Donc il faut avoir, il y a de l'authenticité, oui, mais il faut aussi qu'il y ait des activités et des sites importants à visiter. Donc pour qu'une région soit digne d'intérêt, il faut par exemple qu'il y ait des parcs nationaux, il y a des temples, il y a des endroits où il y a des temples d'exception qui valent la peine, des sites géologiques, des pépinières, il y a des endroits qui sont dédiés pour les amoureux des orchidées, ça peut être sympa. Il y a des sites exceptionnels aussi, fleuves, rivières, des plans d'eau. Donc voilà, tout ça, il faut avoir une accumulation de plusieurs sites intéressants à visiter. Et si vous voulez avoir une petite idée, je vous conseille, moi je prends pour exemple toujours, puisque je la connais très bien, je prends toujours exemple sur la province de l'Œil. Le Mékong, la rivière, les sites géologiques, les pépinières, 3 parcs nationaux, il y a tout ce qu'il faut. Donc si vous voulez avoir un peu une référence, voilà, la province de l'Œil peut être une référence pour essayer de comparer avec d'autres provinces et voir s'il y a des similitudes et pourquoi pas vous installer dans une province qui propose des similitudes avec la province de l'Œil. Maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés par la province de l'Œil, je suis à leur disposition. J'ai d'ailleurs créé une page spécialement sur Facebook dédiée à la province de l'Œil. Vous allez pouvoir la découvrir. Vous allez voir qu'il y a énormément de sites exceptionnels à parcourir. Et si vous avez besoin d'informations, ben vous n'hésitez pas en message privé à me contacter et j'y répondrai bien entendu sans aucun problème et avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. Je suis désolé, c'est long, mais il y avait pas mal de points importants à aborder. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye.